La proie et le chasseur. Dormir ou manger, qu'importe, juste survivre. Si tu es quelque part à mi-chemin, il ne court ni pour un lit, ni pour la viande. Salut tout le monde, on est sur CHD Media pour l'interview numéro 3 de Conversation. Aujourd'hui je suis avec DJ Wall, qui est ingé son beatmaker à Bayonne. C'est la première fois que je suis avec un Bayonnais, j'avais fait 2 Parisiens avant. Tu nous accueilles dans ton studio, donc Studio Perception. Tout à fait, ici on est au studio Perception, donc dans la cabine de monitoring. Je te laisse te présenter. Carrément. Ben, moi c'est William Giddings qui est DJ Wall pour mon nom d'artiste. Je gère donc le studio Perception, qui est un studio basé à Anglette. Voilà, et je fais du son depuis maintenant une petite dizaine d'années, on va dire. De manière professionnelle, et je travaille avec des artistes locaux, donc issus du sud-ouest, sur la région 64-40 quoi. Ok, pourquoi DJ Wall déjà? C'est ton nom de beatmaker, ben, mon vrai prénom c'est William, et au lycée j'ai eu de nombreux surnoms, dont Wall, Wally, des choses comme ça, et donc c'est resté tout naturellement. Voilà. Ok. Alors, je voulais déjà te demander, parce que souvent sur les épisodes de conversation, on repart un peu sur ce qui a été fait avant, sur les prémices de comment tu es tombé dans la musique. Justement, comment est-ce que tu as commencé la musique? Est-ce que tu as été rappeur aussi, ou à un moment de ta vie, ou pas? Alors, comment j'ai commencé la musique? En gros, moi, quand j'étais ado, on va dire, j'étais très geek. C'est-à-dire je passais pas mal de temps sur l'ordi. Je téléchargeais un peu plein de trucs créatifs. Donc pendant le collège, j'ai fait de la 3D, j'ai fait un peu de montage vidéo, etc. Et à l'époque, je téléchargeais beaucoup de musique aussi sur Emule, etc. LimeWire, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, j'ai toujours été très curieux de la musique. Je téléchargeais vraiment de tout ce qui pouvait se télécharger comme style. Je m'intéressais aussi à l'histoire de la musique en général. Oui. Ça m'a toujours intrigué aussi, les courants musicaux, d'où ça vient, quels sont les artistes phares de chaque style de musique et tout. Et donc, arrivé au lycée, j'ai voulu commencer à m'intéresser un peu plus en profondeur à ça, on va dire. Donc, en gros, j'avais un pote qui m'avait filé sur clé USB à l'époque une version de Ableton 8 craquée. Et j'ai installé aussi Virtual DJ, je crois que c'était comme logiciel. Un peu en même temps. Donc au début, j'ai rien compris à Ableton, je connaissais rien au MIDI, je savais pas ce que c'était une octave ni rien et tout. C'était compliqué quoi. En tout cas, ça m'a fait peur, alors que le truc Virtual DJ, c'était beaucoup plus ludique, on va dire. Tu peux passer des sons d'autres personnes et vite faire de la musique. Donc ça a été un peu par ce biais-là, quoi. On va dire mon premier instrument, moi, c'est l'ordinateur avant d'être un piano ou quoi que ce soit. Ok. Et donc après, j'ai fait de la musique avec des potes au lycée qui, eux, avaient l'envie de rapper. Nous, on écoutait au taquet de rap. Moi, j'écoutais aussi pas mal de techno, de choses comme ça, de musique moderne. Bon, voilà. Et donc, ce groupe-là, donc ce noyau d'amis que j'avais au lycée, on a commencé à tous faire un peu des maquettes. Voilà, ça durait un temps. Et après, donc à la fin du lycée, ce groupe-là s'est séparé. En tout cas, on a arrêté de faire de la musique ensemble. Et moi, j'avais donc plein de prods de côté, des prods hip-hop. Donc c'est là où j'ai commencé à contacter d'autres personnes qui, je savais, faisaient un peu de la musique dans ma ville, quoi. Et voilà, donc ça fait naturellement. Après, le bouche à oreille a bien marché. Et donc en 2014-2015, donc il y a une dizaine d'années, j'ai fait une formation qui se trouve à Biarritz, de technicien d'exploitation du son, donc de technicien son. Donc ça te forme un peu à tous les métiers du son, donc que ce soit la production musicale, travailler en radio, travailler sur des plateaux télé, régisseur dans des salles de concert ou des choses comme ça.
Après, moi, je savais que je voulais me diriger vers la production Mhm. musicale. C'est vraiment le truc qui me plaisait le plus, quoi. Travailler avec des artistes, voilà, et créer sa propre musique. Et donc suite à ça, j'ai monté, enfin suite à la formation, j'ai monté donc le studio Perception qui est en activité maintenant depuis 2015. Du coup, t'as pas été rappeur à un moment? Ah oui, ça c'était la deuxième question. Bah, disons qu'en étant en contact avec des micros depuis plus de 12 ans, ça m'est arrivé de poser des voix. Même des fois des top lines, des choses comme ça. Voilà, ça m'est arrivé de poser des voix. Après, moi, ça me gave très vite d'écrire ou des choses comme ça. Je suis pas forcément un littéraire de base, je suis plus, voilà, on va dire plus dans les maths, Ok, plus ouais. cartésien, quoi. Mhm. Et donc voilà, donc ça m'est arrivé de poser des voix. Il y a même des morceaux cachés où il y a des voix à moi Ok, ok, ok. sur la toile, mais en tout cas, j'ai jamais eu l'envie d'être artiste-auteur, qui est pour moi un métier à part entière. Et voilà, je préfère m'exprimer via les instrus, via mes mix, via tout ça. Ok. Et voilà, je suis très bien dans les métiers de l'ombre, on va dire. Ok. Quand tu as commencé, tu avais des influences musicales comparé à maintenant, ça donne quoi aujourd'hui? Bah bien sûr, forcément quand on fait de la musique, quand on est dans l'art, on essaie de s'intéresser un petit peu à tout. Ouais. Donc aussi issu de notre région, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Il n'y a pas forcément que le hip-hop Mm. ici. Donc il y a une grosse culture rock, il y a un peu de reggae, il y a un peu de techno, il y a un peu de hip-hop. Euh, donc voilà, j'ai écouté pas mal de variétés françaises aussi, Ok, étant ouais. jeune aussi, via mes parents. Donc voilà, des influences très très diverses, du reggaeton, des choses comme ça aussi, vu qu'on est à côté de l'Espagne et que ici ça marche fort. Ok, ouais, donc c'était pas juste du Euh, rap, quoi, à l'époque. c'est ça, c'est ça. Mais Ok. bon, le hip-hop, aujourd'hui, c'est quand même ce que je préfère faire et c'est pour ça que les gens viennent me voir au studio Mhm. principalement. Après, moi, je suis très ouvert, en fait. J'aime toutes les musiques, même la musique classique, la musique Ouais. jazz. Je suis passionné de son, même en règle générale, de sound design, de choses comme ça. Donc, mes influences, on va dire, sont très diverses, très multiples. Et surtout, j'essaie de toujours aussi chercher des nouveaux styles de musique. J'adore ce qui est innovant. Euh, voilà, des trucs qu'on n'a jamais entendus, ça me Mm. passionne, quoi. Ok. Alors justement, on l'a dit au début, tu es à Bayonne. Ton studio est posé à Bayonne. C'est pas une région, comme tu l'as dit aussi, qui est forcément à la base, qui fait pas forcément penser au rap, tu vois. T'as pas eu peur de te lancer ici, justement, et au risque de trouver aucun public? Bah, c'était à double tranchant, c'est-à-dire que moi je suis d'ici. Quand j'ai fini mes études, soit je pouvais aller à Paris et essayer de rentrer dans un studio, peut-être en tant qu'ingé son second, ou voilà. Mais, euh, mais je trouvais aussi cool du fait qu'il y ait tout à faire ici. En fait, Mm. c'est que aussi quand moi j'ai commencé, il n'y avait pas de studio, ou en tout cas d'ingé son, qui se voulait vraiment se diriger Ouais. sur ça dans la Ouais, qui se région. démarquait, quoi. Donc je me suis dit, bah, cool, il y a peut-être une niche à faire, parce que moi je voyais autour de moi mes potes au lycée et tout machin qui étaient en demande de ça. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, dans la région, il y avait personne qui faisait ça quand Ouais. j'ai commencé. Et aujourd'hui, je regrette pas ce choix, dans le sens où bah, j'ai réussi à me faire moi un réseau. Et aujourd'hui, bah, le hip-hop, c'est, en tout cas en France, c'est vraiment ce qui se produit le plus, c'est là où il y a le plus d'argent qui est mis. Aujourd'hui, c'est ce que les jeunes écoutent le plus, on va dire. Et là, je suis très content qu'il y ait dans la région aussi d'autres petits studios qui commencent à aussi faire du hip-hop, etc. Ça s'est développé. Mm. J'ai vu une réelle évolution entre quand j'ai commencé Ouais. et maintenant, quoi. Ok. Mais justement, est-ce que tu es un peu conscient, toi, de ton statut, tu sais, de studio, pas numéro un, mais en tout cas, c'est vrai que quand on est ici, on entend souvent parler de ton studio avant tout le monde, quoi. Et comment t'appréhendes ça Euh, aussi
Moi, effectivement, quand j'ai commencé, j'étais le seul qui proposait ça, en tout cas qui voulait se diriger vers ça. Donc voilà, le bouche à oreille s'est fait vite pour ceux que ça intéressait et tout. Et après, effectivement, j'essaie de travailler un maximum. Et aujourd'hui, oui, je crois que je suis une des références de la région, en tout cas en termes de hip-hop. Voilà, mais ça a pris du temps et c'est cool. Et c'est pour ça que, aussi là, si je partais dans une autre région, j'aurais un peu tout à reprendre à zéro. Ouais. Et donc voilà. Et puis c'est cool de se dire que j'ai peut-être fait changer un petit peu les choses dans la culture hip-hop de la région voilà, au fil des années, quoi. Et c'est très gratifiant, quoi. Ok. Bah, de toute façon, on va reparler aussi de ton point de vue un petit peu après, hein, du rap ici et de ce qui a pu changer par rapport à l'époque. Mais si on est là, c'est parce que tu as sorti le 27 juin dernier le projet Ethos, donc qui est ton troisième projet multi-artiste, sur lequel tu composes les prods et compagnie. Alors, avant ce projet Ethos, tu as fait VP1 et VP2, donc Vaisseau Perception 1, Vaisseau Perception 2. Parce qu'on rappelle, ton studio s'appelle Studio Perception. Alors déjà, pourquoi Perception ? Perception, il y a plusieurs raisons. Déjà, je trouvais l'idée cool pour un studio créatif, en tout cas d'art, d'appeler ça Perception. Parce qu'au final, il y a une idée philosophique derrière, c'est que chacun a sa perception de l'art, etc. Donc je trouvais déjà que le nom et l'idée générale sonnaient bien. Et après, petite anecdote, c'est quand j'étais en études, donc quand j'étais en formation, il y avait le AKG Perception 820, qui est un micro que j'adorais. et voilà, donc le nom Ça vient de là aussi, quoi. m'est venu un peu comme ça aussi, ouais. Okay. Alors sur ces deux projets-là, donc l'un est sorti en 2020 et l'autre en 2022, si je me trompe pas. Donc tu les as appelés Vaisseau Perception 1, Vaisseau Perception 2. Comment est-ce que tu les as réfléchis ? Est-ce que tu les as réfléchis comme une suite, peut-être, le 2 après le 1 Pourquoi Vaisseau Dans l'idée, c'était donc des compiles multi-artistes. Ouais. Moi, j'entendais souvent les rappeurs avec qui je collaborais, en fait, me dire ah, pourquoi tu ferais pas une mixtape aussi avec un peu tout le monde et tout machin. Donc, c'est venu assez naturellement et à la demande aussi. Ça allait avec aussi le développement du rap dans la région. Ok, ouais. L'idée pour moi, c'était vraiment de faire quelque chose de local. Je voulais pas forcément aller chercher des artistes d'ailleurs et tout. Et donc de montrer qu'il y avait pas mal d'artistes et tout. Au niveau de la DA de ces projets, moi, je kiffais la trappe, etc. Je me suis imposé une contrainte, on va dire, c'est... en fait, comme l'idée c'était de faire un truc vaisseau perception, donc en rapport avec l'espace et tout, de pas utiliser d'instruments réels, classiques. Donc sur ces deux projets-là, il n'y a pas de piano, il n'y a pas de violon, il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de cuivre ou de choses comme ça. Il y a pratiquement que des synthés, donc que de la synthèse, de la synthèse digitale, quoi. Et donc des textures sonores assez modernes et tout. Voilà. Et donc le but, ça a été de faire des albums où moi je m'éclatais aussi. C'est-à-dire que sur ces projets-là, moi j'impose un peu les prods que je fais, même la direction générale. Donc ça me permet de prendre aussi pas mal de plaisir sur ces trucs-là. Sachant que quand moi je suis dans mon taf d'ingé son ou de beatmaker, en général je travaille au service des autres et pas l'inverse, quoi. Donc là c'est l'occasion pour moi d'avoir un terrain à explorer, de faire la propre musique comme je veux, comme je l'entends, même si encore une fois ça reste de la collaboration avec des artistes. Et donc il faut toujours trouver des compromis, on va dire. Mais voilà, en tout cas, j'ai plus de liberté sur des projets comme ça que quand j'enregistre un artiste qui est en autoproduction ou quand on travaille avec des labels ou des choses comme ça, quoi. Ok. Et ces deux projets-là, du coup, tu consacres combien de temps à leur élaboration ?
C'est des projets qui m'ont pris quand même beaucoup de temps de production. Je dirais que c'est pratiquement un an, à Un peu an à près chaque fois, à du chaque coup, fois, ouais, ok. pour enregistrer, enfin faire les prods, enregistrer et mixer, masteriser tout ça. Et après, c'est des projets qui sont diffusés donc avec des clips et tout, sur une période d'à peu près 6 mois de promo et tout. Donc ouais, un an et demi pour chaque projet. C'est pour ça qu'il y a aussi Ok. un si gros écart de temps entre les projets. C'est des petits pans de ma vie quand même. Ok. Ouais. Ok. Et alors, dans le 2 qui s'appelle Conquête, par rapport au un qui s'appelle Décollage, on va plus s'intéresser au 2 du coup. Le 2 tu l'amènes comment et en quoi c'est Conquête plutôt que Décollage du coup? Décollage, l'idée c'est une idée de quelque chose qui démarre. Mhm. Donc pour le premier, je trouvais ça bien. Et l'idée de Conquête, c'était de réaffirmer qu'on était là. Et aussi, autant sur le premier projet, j'étais beaucoup avec des artistes avec qui j'avais déjà collaboré. Et sur la Conquête, pour le coup, je suis allé chercher des artistes d'un petit peu Ok. plus loin. Donc, de 3 artistes de Bordeaux que je suis allé chercher moi. Voilà. Bon, en tout cas, des artistes avec qui j'avais pas forcément collaboré. Et le but, c'était d'étendre un peu ça à toute l'Aquitaine, quoi. Ok. Bon, mais là, du coup, on est à Ethos. C'est ton troisième projet, celui qui est tout frais. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire Ethos et pourquoi Ethos et pas un autre nom comment est-ce que tu as réfléchi celui-là? Alors, ethos, ça vient tout simplement du grec ancien et ça, c'est rapport à tout ce qui est éthique, donc Ok. les valeurs d'un individu ou d'un groupe d'individus. Pourquoi j'ai choisi ce nom? En gros, moi, j'ai fait un constat, c'est que en 2018-2019, la plupart, enfin, il y avait une grosse mode pour le mumble rap, donc Mhm. un rap, on va dire, plus dans la forme que dans le fond, où il n'y avait pas forcément des messages très engagés, etc. Et bon, j'ai adoré ce rap-là, mais j'ai eu l'impression que après le Covid, il y avait quand même un retour à un état de conscience un petit peu plus élevé, que ce soit de la part des artistes ou du public, qui je pense en avait un peu marre du rap non conscient, quoi. Donc avec des artistes comme Kendrick Lamar ou des choses comme ça qu'on a pu voir l'année dernière, qui reviennent avec des valeurs plus humanistes. Mhm. Ça a été dans ce constat-là. Moi, ce que je retiens aussi comme projet rap sur le long terme sont quand même des projets qui m'ont fait grandir en tant qu'homme, donc qui m'ont apporté des choses qui font mon identité aujourd'hui. Et ça, c'est sur voilà, des morceaux qui transmettent quand même des valeurs et des messages assez importants. Voilà, donc autant sur VP1 et VP2 dont on a parlé tout à l'heure, j'avais pas forcément imposé de thème dans les paroles. Mhm. L'idée c'était de faire un truc assez moderne et voilà, au niveau des prods qui parlent d'espace. Mais là je voulais qu'il y ait un réel fil rouge déjà dans le texte aussi. Et donc voilà, l'idée d'éthique me semblait cohérente moi je me sens aussi plus mature dans moi en tant qu'homme et en tant Ouais. qu'artiste, donc plus à même de peut-être pouvoir transmettre quelque chose aux auditeurs potentiels. Donc, donc voilà, l'idée c'était un peu ça. Ok. Et comment tu as présenté ça aux rappeurs présents du coup par rapport aux autres projets que tu as fait avant? Ils ont adhéré au thème aussi Disons que justement j'ai essayé de choisir des artistes qui étaient déjà un petit peu dans ce truc-là. C'est-à-dire qui pouvaient potentiellement, euh, dans leurs titres que j'avais déjà fait ou entendu d'eux, euh, qui avaient déjà cette flamme-là. Donc malheureusement, ça a écarté certains artistes. Euh, mais, mais, mais voilà, ça s'est fait assez naturellement.
leur ai expliqué, un peu comme je viens de t'expliquer là, l'idée du projet. Mhm. Et voilà, ils l'ont tous compris et ils ont essayé d'aller dans mon sens, quoi. Donc Ok. c'est cool. Et t'avais pas la volonté de faire un VP3, du coup, un vaisseau perception 3? Bah, je me suis posé la question. Après, je trouvais que j'en avais fini avec cette période-là. Alors, ça veut pas dire que peut-être un jour il y aura un VP3 qui va ressortir, etc. Bien sûr, ouais. Mais là, j'avais envie d'exprimer autre chose. Nouveau concept, nouveau nom. Voilà, c'est pour marquer aussi une rupture avec ce que Mm. j'avais fait sur ces projets-là. Et, voilà. Ok. Ok, ok. Sur le projet, il y a 16 titres. Du coup, tu alternes les feats et les solos que tu enregistres à chaque fois avec tes prods, on rappelle. Comment est-ce que tu as alterné les feats, les solos? Comment est-ce que tu as réfléchi ça? C'était du feeling peut-être plutôt? Ouais, c'était du feeling. Disons qu'il y a certains artistes que je trouvais intéressants de mettre en solo. Euh, Souvent, car ils peuvent avoir une identité assez propre et forte seuls. Et parfois, c'est difficile de les combiner avec d'autres. Et au contraire, pour les morceaux plus collectifs, donc il y a des duos, il y a des trios. Là, j'ai pas essayé de forcer non plus, c'est-à-dire de créer des duos qui se connaissent pas ou quoi que ce soit. C'est quand Mhm. même jouer que les artistes soient dans leur zone de confort. Donc les duos ou les trios qui sont sur ce projet sont des artistes qui ont très souvent déjà collaboré ou en tout cas Oui. se connaissent aussi. Donc voilà, et après au niveau de l'articulation dans le projet, j'essaie de varier, que ce soit pas tous les solos et après tous les collectifs. Donc il y a un peu de tout le long du projet. Je trouve ça aussi intéressant, ça relance l'attention. C'est comme au niveau des BPM, etc. Comme c'est une compile d'artistes, les gens s'attendent à ce qu'il y ait quand même pas mal de couleurs. Donc c'est pour ça il y a un peu de trap, il y a un peu de boom bap, il y a de la drill, il y a de la jersey, il y a des morceaux un petit peu plus techno. Voilà, au niveau des styles de musique, ça représente aussi ce que moi je fais depuis 10 ans et un peu tous les artistes avec qui je travaille. Donc forcément, là, il doit y avoir 25 artistes, si ce n'est plus, sur le projet. Euh, donc il y a des influences très Mm. différentes et c'est ça aussi qui fait un joli mélange, Mm. quoi. Ouais, parce que tu as plusieurs artistes qui se connaissent déjà, qui ont fait du son ensemble sur le projet. Même tu as un morceau avec RTZ et O'Day, qui ont Tout déjà à fait. collaboré ensemble aussi, donc 100% basque. Ça, c'était vraiment une volonté. Même, je sais pas, Archer 7 le gramme de Bucco, C'est Brax aussi ça, avec Eyes et c'est ça. Moby. Tous les duos ou trios, c'était quand même des gens voilà, qui se connaissent. Il y a juste, je crois, le morceau Homs, Itachi, Onizuka et Skiz, où pour le coup Itachi et Skiz ne se connaissaient pas. Mhm. Mais ce qui a fait le point, en fait, c'est Homs qui connaissait les Qui deux. connaissaient les deux. Ok. Donc c'était l'occasion de se rassembler et bon, moi de par mon travail aussi, j'arrive à sentir les mecs qui vont bien s'entendre. Donc si je me dis que Mm. ça peut matcher, même en dehors du projet, j'essaie de montrer des contenus d'un rappeur à un autre quand je vois Mm. que ça peut coïncider et voilà, créer de belles choses, quoi. Ok, ouais. Sur le projet, tu as une alternance aussi, pas mal de drill, de jersey drill, aussi avec de la new wave, tu vois. Tu as des sons aussi complètement nouveaux, on va dire, dans les sonorités. T'avais pas peur justement d'alterner des sons aussi un peu comme ça, tu vois, qui ont des influences ou même des artistes qui sont pas forcément Bah, les mêmes. T'as aussi du rap basque dessus. il y a des contraintes que moi je me suis mis. Là par exemple, je voulais que sur tout le projet, euh, il y ait un certain fil rouge dans les textes. Donc ça a été avec le choix des artistes. Euh, je voulais aussi qu'il y ait beaucoup d'instruments, à l'inverse de VP2, beaucoup d'instruments nobles. Donc il y a beaucoup de piano, il y a beaucoup de violon, euh, il y a des cuivres, etc. Donc ça, en fait, ça fait le fil rouge. Après, en termes de rythmique et de mood de son, euh, forcément, en travaillant avec plein d'artistes, j'avais pas envie de faire 16 titres qui étaient exactement les mêmes Mm. et leur imposer un truc trop restreint ou quoi que ce soit. Il faut que aussi eux puissent exprimer leur art et pour qu'ils soient au mieux de leur art, qu'ils soient sur leur zone de confort. Donc ça fait des terrains de prédilection pour chaque artiste très différents.
Et voilà, et puis je trouve intéressant quand on écoute, enfin en tout cas moi les compiles que j'ai kiffé, c'est cool aussi quand tu as de la surprise d'un morceau à un autre et que voilà, bon, tu vas peut-être pas kiffer tout le projet, mais il y aura au moins voilà, la plupart des titres que tu vas aimer. Après, si les gens veulent sauter, ils sautent, et puis voilà. Il y a ton papa aussi sur l'intro de certains morceaux qui fonctionnent un peu en interlude, peut-être pour lier certaines phases du projet. Tout à fait. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu la décision de mettre ton père dessus et si ça a été facile ou pas, je sais pas, des petites anecdotes. Bah, tout à fait. En gros, bon, l'idée c'était, on a dit c'était ethos et moi les principales valeurs que j'ai eues, elles ont été transmises par mes parents, comme je pense pour beaucoup de gens. Donc c'était aussi en fait une façon de récompenser le travail des personnes qui m'ont apporté de l'éthique, et notamment mon père. Voilà, donc ça m'est venu assez naturellement de le mettre sur le projet. L'idée en gros c'est qu'il fait quelques interludes, donc il parle soit en début, soit en fin de morceau, généralement pour recentrer un peu le thème des idées que les artistes ont voulu mettre en place. Voilà, et puis c'était surtout l'occasion. En gros, lui, il n'est pas forcément dans l'art, il n'est pas rappeur du tout, c'est même un monde assez étranger pour lui. Et donc, ça a été l'occasion de lui montrer un peu ce que je faisais, de l'introduire dans ça. Et voilà, et je pense qu'il a pris beaucoup de plaisir à le faire. Ça a été un bon moment humain. Et il a très bien réussi, quoi. Il a écrit des textes super, donc je suis très content de cette idée-là, et je trouve que ça fait une vraie identité pour le coup. Enfin, voilà, j'ai pas trop entendu ça sur d'autres projets, Ouais, donc c'est chouette, quoi. c'est sûr. Ok, ok. Alors, on sait aussi que tu as coproduit, entre guillemets, ou même produit pas mal de projets d'ici sans forcément juste faire les prods. On pense par exemple au dernier projet de Casamès, tu vois, où tu as fait toutes les prods. Quelle est la différence entre ce genre de projet-là et Ethos que tu as produit tout seul? Alors sur Ethos, pour le coup, c'est moi qui suis producteur, donc en fait les artistes ne payent pas les prods, payent pas les enregistrements, ni les mix, tout ça. Et pour le coup, en échange, en contrepartie, on va dire, c'est moi qui diffuse le projet. Donc j'ai la main mise sur la diffusion et sur la production. Donc c'est des projets où moi je m'éclate un peu plus. Après c'est forcément beaucoup plus de travail. C'est sûr, ouais. Mais voilà. Après, en règle générale, quand j'ai fait des projets, effectivement, comme tu as pu citer le du Tigre de Casamès ou là plus récemment RT Zeta, Aussi, ouais. où ils me donnent la main mise, en tout cas sur toutes les prods. Ça, c'est des artistes avec qui je travaille en général depuis un moment et qui me font confiance. Où en fait, voilà, là, c'est vraiment de la collaboration entre le beatmaking et le rap. Euh, voilà. Contrairement à, parce que moi je suis ingé son aussi, ça m'arrive d'enregistrer sur des prods qui sont pas du tout à moi, mais c'est vrai que c'est un autre taf, quoi, et je suis voilà, forcément moins investi musicalement, en tout cas sur ces projets-là. Mais bon, ça fait partie du taf, et c'est très bien aussi dans les deux cas, quoi. Mais c'est clair que quand je fais les prods pour des artistes et qui me confient toute la direction d'un projet, on va plus loin, que ce soit au niveau des prods, au niveau des arrangements, au niveau de l'écriture. Il y a un truc beaucoup plus pensé, beaucoup plus profond, entre guillemets, quoi. Ok. Alors, tu m'as parlé d'RTZeta, Colectivoa. Donc, c'est un groupe de rap basque qui se fait ici depuis quelques années. On a aussi Odey sur la scène Euskara ici au Pays Basque. Et pas mal de mouvements comme ça qui commencent à se lancer. Comment est-ce que toi, tu as vu ce truc-là évoluer et éclore un peu et c'est quoi ton avis dessus? Bah, je dirais que ça a pris quand même beaucoup de temps à arriver le rap en basque. Bon, déjà, le rap d'une manière générale, c'est un mouvement, en tout cas le mouvement hip-hop vient des États-Unis.
Après, il est arrivé en France, d'abord à Paris, d'abord à Marseille, etc. Et aujourd'hui, il est étendu partout. C'est vraiment la musique que tout le monde écoute, etc. Donc, moi, j'ai trouvé assez naturel qu'il commence à y avoir du rap en basque. Voilà, je pense que tu l'as dit, O'Day a été l'un des précurseurs avec à l'époque son groupe BCO. Voilà, donc après, moi je vois ça en fait, je trouve ça normal. Enfin, en tout cas, je dissocie pas ça du rap français ou quoi que ce soit. Ils sont tout aussi légitimes. Voilà, en plus. La plupart des rappeurs basques ont quand même une histoire, je pense, assez intéressante à raconter. Et puis il y a aussi un côté cool dans la préservation de la langue, qu'elle évolue. Le rap, c'est très lié à l'argot, etc. aussi, donc ça permet qu'il y a encore des jeunes basques qui s'intéressent à ça et tout. Et pour moi, c'est gratifiant de me dire qu'on fait de la musique dans une langue qui est pas faite ailleurs dans le monde, etc. Ça a encore une saveur particulière. Donc c'est hyper cool et voilà, je trouve tout à fait normal et naturel qu'il y ait de plus en plus d'artistes qui s'y mettent. Il y a Pisso aussi qu'on n'a pas cité, mais voilà, qui est très cool, qui là cette année a fait un son pour Eri Urach, qui se développe de plus en plus, et voilà, je trouve ça très cool, moi, de mon regard, sachant que moi je suis d'ici aussi. Après, je suis pas bascophone de base, euh, mais justement, moi, ça me met mettre un pied dans cette culture-là, même à apprendre certains mots, voilà, toute une culture qui va avec, parce que forcément il y a la langue, mais il y a aussi toute une culture derrière, et voilà, que j'apprécie, que j'affectionne particulièrement, quoi. Alors justement, en 2022, tu avais invité O'Day sur VC pas, pardon. En 2022, tu avais invité O'Day sur Vaisseau Perception 2, sur le morceau AO. Tout à fait. Et c'était une volonté d'être acteur de ce truc-là, sachant que c'était le seul morceau à ce moment-là dans le projet, RTZ n'existait pas. Mais ouais, en gros, l'idée, bah, c'était quand même de rassembler un peu tous les acteurs hip-hop de notre région. Et donc, O'Day, lui, c'était un acteur hip-hop depuis des années maintenant. Donc, ça a été voilà, tout à fait naturel et un réel honneur de le mettre sur ce projet-là. En plus, c'est un mec qui bosse hyper bien, il a son propre studio aussi, il est très indépendant dans sa musique et dans sa manière d'être. Donc c'était vraiment un réel kiff de taffer avec lui. Et en plus, voilà, les morceaux qu'on a pu faire avec lui ou avec RTCTA, etc., c'est du très très bon hip-hop, quoi. Donc voilà, c'est hyper cool. Et surtout aussi, c'est, je pense, des mecs qui ont envie d'œuvrer pour le collectif, pour le développement de tout ça au Pays Basque. Et voilà, et puis on se rend compte aussi qu'il y a une demande aussi de la part du public, des salles de concert, de se moderniser, sachant que la culture basque est quand même, on va dire, assez conservatrice. Donc pendant très longtemps, ça a été, on va dire, le rock et les musiques traditionnelles d'une manière générale qui sont très mises en avant. Mais c'est une manière de dire aussi que voilà, le basque peut être contemporain, entre guillemets, en faisant du hip-hop, quoi. Ouais, parce que même jusqu'à assez récemment, il y avait beaucoup de boom bap dans le rap basque. C'est un milieu C'est qui a ça. un petit peu tardé à s'ouvrir, je pense. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs en ce moment avec RTZ. Tu le vis comment ça, l'expérience RTZ, toi? Parce que tu coproduis vachement leur projet. Bah, comme j'ai dit, c'est hyper gratifiant de se dire qu'on est en train de développer ça. Ce qu'il y a de cool aussi par rapport au marché francophone, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a peut-être 200 000 artistes français. Donc pour espérer se retrouver dans le top 100 artistes en rap francophone,
c'est très compliqué. Il faut des moyens, il faut être en label, il faut tout ça. Alors que sur le marché rap Euskara, pour le coup, il y a un peu tout à faire. Et donc, encore une fois, c'est un challenge aussi. Mais on peut vite se retrouver voilà, sur le devant de la scène et dans les top artistes de ce milieu-là. Donc c'est aussi cool. C'est très bien, quoi. Alors, par rapport à toi, juste, on va s'éloigner un petit peu du rap basque. Tu es vachement acteur sur la scène locale, tu fais des ateliers d'écriture avec des jeunes des quartiers de la ZUP. Tu as aussi participé à des conventions. Même récemment, il y a un groupe Insta qui a été créé avec pas mal de rappeurs qui se soutiennent entre eux. Tu peux me parler un petit peu de tout ça et Ouais. des expériences que tu as eues et de ce que tu comptes faire peut-être dans le futur aussi? Moi, ça fait partie de mes objectifs globaux, on va dire, c'est que toute la culture hip-hop se développe ici. Forcément, moi, je gère un studio d'enregistrement qui est hip-hop. Il y a eu un collectif qui s'est monté ici, dans la région. Donc, en fait, c'est une cohabitation entre les rappeurs du 6-4, du 40. Et donc le collectif s'appelle Kramsa. Il a été monté à l'initiative du rappeur Skid. Et, euh, et le but, en fait, c'est de rassembler un petit peu les forces, que ce soit pour faire des projets ensemble, artistiques, que ce soit pour aller chercher des dates, pour se transmettre des infos entre les rappeurs. Voilà, donc ça a plusieurs rôles. Ça permet aussi de centraliser les infos, des sorties, des choses comme ça. Et même de matos. Voilà, ça peut être des échanges de matos, même de plugins, de trucs comme ça. Sachant que dans le collectif, il y a des rappeurs, il y a aussi des beatmakers, des ingé sons comme moi, il y a des photographes, il y a un peu de tout ça. Donc ça va avec le développement du hip-hop local. Et voilà, c'est une bonne chose qu'il y ait des gens qui se bougent comme ça dans la région. Après, c'est vrai qu'on a parlé que je faisais des ateliers d'écriture aussi. Ça, pour moi, c'est très gratifiant. Là, c'est un peu la première année que je fais ça. Il s'agit de donner des cours de hip-hop et de faire découvrir la culture rap à des jeunes issus de la ZUP ou en tout cas des quartiers du BAB. Voilà. C'est un public en général en moyenne de 11 à 17 ans, on va dire. Et c'est hyper cool en vrai parce que tu fais découvrir une culture à des jeunes, sachant que le hip-hop c'est un truc qui est assez accessible. Ça demande peu de moyens comparé, je pense, à de la musique classique ou à monter un groupe de rock ou des choses comme ça. Ou voilà, pour atteindre ça, il faut quand même un peu de pognon, un peu de tout ça. Et là, en fait, on leur dit, vous pouvez être créatif, vous exprimer, c'est un moyen pour eux de s'évader. Parfois, ça peut être un exutoire aussi, parfois, ça peut relever des problèmes aussi. Donc voilà, c'est très cool et de leur transmettre aussi ce que ça nous a apporté, c'est hyper gratifiant, quoi. Okay. Et par rapport à cette scène locale du coup dont on parlait, comment est-ce que tu la juges toi par rapport aux scènes parisiennes, aux scènes marseillaises, tu vois, où il y a des rappeurs là-bas qui ont vraiment bien marché, c'est plus d'ailleurs les capitales du rap aujourd'hui en vrai. Et ce qui se fait à Bayonne, comment est-ce que tu le... Bah, nous, on fait un peu notre truc à notre sauce, sans je pense, trop tenir compte de ce qui se fait dans les grandes villes ou quoi que ce soit. On travaille pas à la même échelle ou quoi que ce soit. Après, voilà, le truc c'est qu'il y a un peu tout à faire ici. C'est vrai qu'on est quand même assez éloigné des médias, des labels, même les salles de concert ont mis du temps aussi à faire confiance à des artistes hip-hop locaux. Donc, voilà, mais c'est un petit peu en train de changer. Petit à petit, il y a tout ça qui se met en place. Et voilà, comparé, je pense, à Paris ou à Marseille, où en fait, tu jettes un caillou, tu trouves 3 rappeurs dans la rue, quoi.
Là, il y en a moins, mais du coup, je pense qu'il y a un meilleur esprit aussi entre les artistes. Il y a plus de soutien. Voilà, ils se rassemblent peut-être plus facilement. Après, il y a un truc aussi, c'est que vu qu'on est de province, on va pas se le cacher aussi, il y a la plage à 10 minutes. On aborde des sujets et on a une vision un petit peu différente, je pense, que des gens qui habitent en banlieue marseillaise ou parisienne. Donc on a un autre message aussi à porter, voilà, et qui est tout aussi légitime, parce que même si c'est des zones démographiques où il y a beaucoup de monde sur Paris, il y a quand même beaucoup de gens en province aussi à côté, et c'est aussi quand même ça l'identité, quoi. Donc, Et tu notes une évolution ici, comme on a pu parler d'ailleurs de l'évolution de la scène basque, par rapport à ce qui se faisait il y a 10 ans, ça change ouais, carrément. Bah, moi, comme je t'ai dit, quand j'ai commencé, j'étais peut-être l'un des seuls studios à faire ça. Il y avait très peu de concerts hip-hop. En tout cas, moi, j'avais pratiquement pas vu de concerts hip-hop dans la région. Et aujourd'hui, il y a quand même des événements un peu tous les mois. Euh, Il y a des gars qui sont montés à Planet Rap, il y a Gab Morrison qui est venu. Exactement, il y a des médias qui commencent à s'intéresser un petit peu à ce qui se fait ici. Donc voilà, c'est petit à petit, les choses se font. Après, on est quand même victime du truc d'un regard d'un Parisien ou de quelqu'un de très loin. Le Sud-Ouest, ça reste le jambon Non, c'est vrai. et les férias, quoi. C'est tout à fait vrai, ouais. Donc c'est vrai qu'il y a du jambon, c'est vrai qu'il y a les férias, mais on a aussi une culture hip-hop et ça, donc faut la défendre. Et notre but aussi, c'est, je pense, de faire changer un peu les mentalités. En tout cas, moi, c'est un de mes objectifs, quoi. Et tu penses qu'il manque quelque chose ou pas pour que ta mec explose ici, ou c'est juste une question d'exposition Pas une question de niveau, quoi, en Mmh, tout cas. de niveau, non, parce que je pense qu'il y a plein d'artistes très bons partout en France, etc. Après, dans les limites, enfin, en tout cas dans les contraintes qui sont liées à notre région, c'est qu'effectivement, on est très éloigné des médias, etc. Et que la plupart des auditeurs lambda, en fait, connaissent pas 600 ou 1000 rappeurs comme nous on écoute parce qu'on est dedans. En fait, ils retiennent une cinquantaine d'artistes, je pense, max. Et forcément, ces artistes-là, ils sont issus des gros labels qui passent dans les gros médias, dans tout ça. Et tout ça, ça reste 90% à Paris, quoi. Même, enfin, je pense par exemple à Lelo qui est du Sud, à Orelsan qui est de Caen. Voilà, des artistes comme ça, forcément, à un moment donné de leur carrière, ils sont obligés de monter sur Paris et de devoir voilà, faire le jeu des médias, etc. Après, ça ne veut pas dire forcément habiter là-bas, mais il faut passer un petit peu de temps sur Paris. Donc ça, c'est une des contraintes qu'on a nous. Nous, on est à 800 km de Paris. Voilà. Ouais, c'est sûr. Voilà. Après, dans les forces aussi, c'est on est près de l'Espagne. Donc il y a une culture qui est brassée aussi un petit peu. Il y a l'identité basque aussi qui est là. Donc, voilà, moi je pense que il n'y a aucun problème au niveau des niveaux des artistes. En plus, aujourd'hui les moyens de production pour les ingés et tout est mondialisé. On peut avoir les mêmes drum kits que les Américains. On utilise les mêmes logiciels, les mêmes façons de travailler. Il y a des tutos sur Internet pour se former, voilà, donc il y a plus de retard entre les provinces et le reste du monde, on va dire. Mais voilà, il y a quand même un gap au niveau des médias, au niveau de l'attrait en fait que les médias peuvent avoir sur les artistes du coin, quoi. Ok. Bah écoute, une dernière question et puis on va clôturer l'interview. Bon, on a déjà parlé de toute ton expérience ici, donc beatmaker, tu as fait des compiles multi-artistes, tu as fait beaucoup de choses pour la région. Est-ce que tu as un meilleur souvenir ou un truc que tu gardes de tout ça? C'est quoi ton plus beau souvenir avec tout ça? C'est une question dure. Un bel accomplissement, tu vois, que tu as pu faire. Bah, je dirais un des trucs dont je suis le plus fier déjà, c'est d'avoir monté ce studio. Donc ça,
vu que c'est mon quotidien aussi, c'est dur de choper une anecdote ou quoi que ce soit. Mais l'aventure perception sur ces 10 ans et voilà, de gérer un studio déjà, voilà, c'est ma vie, entre guillemets. Hein. Recevoir des artistes, tout ça, c'est hyper enrichissant. Après, je dirais c'est des rencontres aussi avec des artistes, pouvoir faire des premières parties, partager des choses avec d'autres artistes, ça c'est assez exceptionnel. Et voilà, là, un gros concert, par exemple, là on a joué à Noeta avec RT Zeta, c'est remplir un stade. Bon, moi quand j'ai commencé à faire de la musique, je me disais pas que j'allais pouvoir faire ce genre de choses, quoi, par exemple. Voilà. Après, partager la scène avec d'autres artistes en festival, des choses comme ça, c'est hyper cool. Voilà, faire des ateliers d'écriture aussi. En vrai, voilà, il y a plein de choses qui sont trop bien au quotidien et qui sont inattendues. Et c'est ça qui est cool avec la musique aussi, c'est que en général on fait ça pour soi d'abord, mais en fait moi le plus de trucs que ça m'a apporté c'est des relations humaines aussi, des bons moments partagés et voilà quoi. Bah, super, merci beaucoup Wall pour cette interview. Bah, merci à toi. Ethos dispo le 27 juin, donc c'est ton troisième projet multi-artiste. Et puis alors, quant à nous, je ne sais pas quand est-ce que sera la quatrième conversation sur la chaîne, mais on se tient au courant.